Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Where is She? Aujourd'hui, on va parler de la peur du changement et de comment ça se passe quand tout change, justement. Par rapport à lundi, on a changé de décor. On n'est plus sur le lit, là, on est posé au bureau, tranquillement, sur mon bureau précisément, avec de l'eau à côté de nous pour hydrater son gosier. Et j'espère que vous êtes prêts. Prenez un petit café ou une petite tisane ou quelque chose que vous aimez bien boire, un chocolat chaud. Prenez aussi un plaid, installez-vous bien confortablement et on va commencer. Pourquoi parler de la peur du changement? Parce que j'estime tout simplement que c'est quelque chose auquel on fait tous face, mais qu'on n'aborde jamais pleinement ou réellement. Dans le sens où personnellement j'ai toujours eu plus ou moins peur du changement, en tout cas dans mes souvenirs les plus lointains. Dès la primaire ou les nouvelles rentrées scolaires, je me mettais à paniquer et angoisser genre 10 jours avant parce que ça me faisait peur et que je me disais mais tout va être tout nouveau, etc. Et ça a toujours été assez anxiogène. Mais vous vous rappelez le terme de lundi, le terme nœud. Donc à chaque fois qu'on dira le terme anxiété, on va plutôt employer le terme nœud, qui est bien plus agréable et plus joli à dire et qui a moins d'effets secondaires, on dirait. Mais en tout cas, donc oui, comme je vous disais, j'ai toujours eu plus ou moins peur du changement. Et oui, depuis toute petite. Et ça a toujours été quelque chose qui a grandi avec moi. C'est-à-dire que dès le début, de toute petite, j'ai eu peur, puis j'ai continué d'avoir peur de ce changement-là. C'est pas le changement en lui-même, mais c'est de tout ce que ça apporte de nouveau et de cette nouveauté-là. Et donc, le changement, pour moi, il est associé forcément à nouveauté, à choses nouvelles et à des choses que je ne contrôle peut-être pas forcément, ou en tout cas que euh, pour moi ça n'apporte rien de bon. Donc voilà, ça c'est pour vous poser un peu de décor, le décor, etc. Et aussi pour vous dire que tout simplement, actuellement, j'estime que je suis en plein changement, mais en fait, la peur du changement, mon nœud, à moi, il s'est manifesté avant que je mette en œuvre ce changement. C'est-à-dire que quand j'ai lancé mon podcast, j'ai énormément angoissé avant même de commencer à produire, etc. Directement, j'ai eu mes pensées paralysantes, mon ennemi, mon diable, mon moi sur le ring, on va l'appeler comme ça, qui s'est directement manifesté et qui m'a dit: «Dans tous les cas, tu vas jamais t'en sortir, tu vas jamais y arriver, donc je comprends même pas pourquoi tu essaies. En plus, ça fait plein de changements, on sait toutes les 2 qu'on n'aime pas ça, donc ça fait une raison de plus de ne pas le faire». Et au final, moi personnellement, j'ai quand même pris action, je l'ai quand même fait. Et cette peur du changement, je dirais que pour l'instant, je l'appréhende plutôt bien, dans le sens où j'y vais un pas après l'autre, lentement mais sûrement. Après, le reste, on verra. Et quand je pense à de possibles répercussions, comme par exemple le fait que concernant mon podcast, on pourrait se moquer de moi quand je vais revenir en cours ou autre, je me dis, bah ça, c'est un problème pour la Orlane du futur. C'est pas un problème pour la Orlane de maintenant, c'est vraiment un problème pour la Orlane du futur. La Orlane qui sera en avril, qui reviendra du stage, qui d'ici là aura évolué sur les réseaux sociaux, qui d'ici là, pourquoi pas, aura plus de 1000 abonnés, ce qui serait assez énorme. Et franchement, je serais trop contente. Mais ça fait partie un peu de mon vision board. D'ailleurs, si vous voulez un contenu sur comment faire son vision board ou qu'est-ce qu'il y a sur mon vision board, bah n'hésitez pas et je vous le fais avec grand plaisir. Mais du coup, ouais, moi, j'ai un peu, ouais, cette peur du changement qui s'est manifestée avant de lancer mon podcast pour finalement que là actuellement, plus ça se lance, plus je continue de créer du contenu, plus j'enregistre mes trucs, etc., mes épisodes, que je vous parle, qu'on passe du temps ensemble. Finalement, je me rends compte que c'est quand même quelque chose dont je pense j'avais besoin et qui est très important pour moi aujourd'hui. C'est-à-dire que je porte vraiment ce projet-là dans mon cœur. Il est vraiment très très important et je suis vraiment très contente à ce sujet de réaliser à le faire pour l'instant. Je touche du bois. Mon bureau n'est pas en bois, mais je le touche quand même. On ne sait jamais, ou plutôt ma tête. Donc, ma relation, on va partir sur ce plan-là. Ma relation, en fait, avec le changement, ça a toujours été quelque chose, comme je vous l'ai dit, de compliqué. C'est-à-dire que dès le début, c'était à chaque fois symbolisé par de la nouveauté. Puis en même temps, je savais comment ça s'était passé les précédentes fois. Si on parle par exemple des rentrées scolaires, pour moi, en fait, ce changement, il était surtout caractérisé par des nouveautés qui arrivaient dans ma vie, qui arrivent toujours dans ma vie
et c'est vrai que ça m'a énormément troublée, énormément affectée, parce que si on prend rien que le cadre de l'école, à l'école, je savais comment ça s'était déjà passé les années précédentes, et je savais qu'une fois que j'allais y retourner, je serais de nouveau, comment dire, soit emmerdée, soit pas à l'aise, soit tout ce qui se passe autour de l'école. Et d'ailleurs, ça a été vraiment, l'école, c'est un très très grand sujet, donc je pense qu'il y aura même plusieurs épisodes là-dessus. Mais en tout cas, ouais, quand j'étais petite, c'était vraiment caractérisé par le fait que il y avait énormément de nouveautés qui arrivaient dans ma vie. Par exemple, rien qu'on passe du CP au CE1, bah, c'était pas grand-chose en termes de nouveautés, en termes de changements. Finalement, c'est juste qu'on apprend de nouvelles choses. Mais pour moi, ça a toujours été quelque chose qui était nouveau. Toujours quelque chose qui était anxiogène. Donc ce changement-là, même si c'était juste je passe à un niveau supérieur ou alors je déménage, je change d'endroit, etc. Ça a toujours été anxiogène. Par contre, vous allez me dire, mais Orlan, tu nous l'as dit précédemment dans ton épisode lundi, t'as fait un Erasmus, t'as pas eu peur du changement? Bah, en fait, c'est là où c'est assez paradoxal, c'est que ma peur du changement, là, elle a été associée carrément à quelque chose de nouveau, à quelque chose de je pars vivre dans un autre pays pendant 6 mois pour étudier là-bas, et finalement, j'ai pas été tant anxieuse que ça. Ça m'a pas, rendue super anxieuse parce qu'il y a tout qui s'articulait bien, il y a tout qui s'est bien passé. Bon, on a eu plein de galères avec ma colocataire, donc Marina. Vous en entendrez sûrement parler d'ailleurs parce que je pense que j'ai plein d'aventures à vous raconter avec elle. Aujourd'hui, on continue d'être en contact, mais on parle beaucoup moins qu'avant forcément parce qu'on est toutes les 2 occupées dans nos vies. Mais, en tout cas, Marina, si tu passes par là, gros big up à toi et je te fais plein de gros bisous. Mais, du coup, ouais, en fait, l'Erasmus, finalement, ça a été un changement mais ça n'a pas été un changement qui m'a paralysée, au contraire, ça a été un changement qui m'a fait du bien, qui a été révélateur et qui m'a mis plus à l'aise en fait avec ce terme de changement. Donc, avant aussi, pour moi, le changement, c'était que quand j'arrive vers quelque chose de nouveau, quand j'installe quelque chose de nouveau, finalement, fallait absolument que je sois parfaite. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit aussi un peu précédemment dans les précédents épisodes, je suis assez exigeante avec moi-même, même très exigeante avec moi-même, et je me mets la barre très très haut. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qu'on me demande de faire, j'ai envie de le faire bien, j'ai envie de le faire de la bonne manière, j'ai envie que ça se passe parfaitement, que tout soit parfait etc. Et dès que je peux contrôler un truc dans ce travail-là que je vais essayer de réaliser, je vais tout faire pour que ce soit vraiment impeccable, qu'on n'ait rien à redire. Et le fait que, du coup, je n'ai pas le temps de me préparer à être parfaite, ça fait que ce changement-là aussi, il a été assez augmenté, assez intensifié. Je ne saurais pas vous dire le mot exact, mais en tout cas, il a été vraiment augmenté, intensifié, qui fait que après, dès le début, ce changement-là, il a été diabolisé. Ensuite, il y avait le fait que le changement, souvent, il arrivait à des périodes comme les rentrées scolaires. Les rentrées scolaires, comme ça, on ne dirait pas, mais dans la vie d'un enfant, dans la vie d'un adolescent, etc., c'est quand même quelque chose d'important parce qu'une rentrée scolaire, généralement, quand c'est des étapes comme le CP, comme la sixième, comme la seconde, c'est des étapes où, en fonction, tu vas rencontrer de nouvelles personnes. Des étapes où c'est un peu là que ta classe sociale, ou en tout cas ta catégorie sociale que tu auras au lycée, au collège, en primaire, elle va quand même se former. Parce que comme ça, on dirait pas, mais il y a toujours parce que comme ça, on dirait pas, mais il y a toujours le fait, oui, bah par exemple, si je suis amie avec telle personne, je suis quand même un peu plus populaire, donc je me ferais peut-être inviter aux soirées, etc. ou autre. Alors, moi, je vous le dis direct, j'ai jamais été populaire. Vraiment, je ne l'ai jamais été. J'ai toujours été limite dans la case où j'étais ben, soit avec les losers ou les geeks. Vraiment, j'ai jamais été populaire. Mais d'un autre côté, c'était pas plus mal, je me dis. Parce que au moins, en fait, je saurais pas vous dire si c'était bien ou mal. Parce qu'à des moments, je l'ai mal vécu, à d'autres moments, je l'ai bien vécu. Mais en tout cas, j'ai jamais été dans cette case, «Waouh, elle est trop populaire celle-là, waouh, il y a tout le monde qui l'adore dans le collège, waouh, c'est elle, elle est magnifique», tu vois? Non, j'ai jamais été dans cette case, au contraire, même plusieurs fois, bah, je voyais les regards à mon sujet, enfin, j'étais vraiment un peu cette fille qui était discrète, timide et surtout qui essayait de se couper les ailes, c'est-à-dire que plutôt que de vraiment s'exprimer, elle gardait tout pour elle, elle ne parlait pas et elle avait un peu de mal avec les autres aussi parce que, en fait, dès que je m'exprimais, j'avais toujours l'impression qu'on me jugeait ou que je disais des choses vraiment qui venaient d'une autre planète parce que je suis quelqu'un qui est hypersensible, ça je vous l'ai défini
au dernier épisode et dès que tu sors un peu d'éclos, dès que tu es un peu, différent et cetera, c'est très mal accepté et encore plus quand tu es jeune parce que c'est le moment aussi où tu te fais rejeter. Et il faut savoir que en plus au collège et cetera, j'avais des ennuis de santé, donc j'apportais mon repas, donc on me posait des questions, puis des fois j'avais des rendez-vous médicaux, donc on me posait aussi des questions. En primaire, j'étais la jeune fille, la petite fille d'ailleurs qui, avait tout le temps des attelles et qui se blessait tout le temps. Et au lycée, bah, en fait, c'était plutôt, la fille qui, comment vous la définir? J'étais plutôt cette fille qui avait quand même un lourd vécu actuellement parce que ses parents ont des ennuis de santé et à qui en plus il est arrivé quelque chose de grave. Voilà, j'étais plutôt cette fille-là, mais par contre, en fait, en première et en terminale, ça m'a pas tant empêché que ça d'avoir mon groupe d'amis et d'être plus ou moins populaire. Enfin, j'étais pas du tout populaire, pas dans ce sens-là, mais en tout cas, j'avais mon groupe d'amis et c'était la période assez stable, on va dire. Par contre, la fois où j'ai vraiment commencé à devenir populaire, c'est là où c'est assez paradoxal, c'est à la fac où j'ai parlé avec énormément de personnes et j'allais vers les autres et ça, en fait, ça m'a aussi, permis de d'ouvrir un peu, les choses, c'est-à-dire que j'étais plus, cette personne qui restait dans son coin. Je commençais vraiment à être cette personne à la fac où c'est le plus dur pour se faire des amis, à au contraire me faire des amis. Donc comme quoi, ça aura pris du temps. Mais en tout cas, ce changement, c'était, à la fois le fantasme de, oui, bah, là, je crée une nouvelle moi, je crée une nouvelle routine, je crée quelque chose de nouveau et cetera. Alors que, mentalement, en fait, je suis jamais prête pour ce changement-là. Moi, je suis quelqu'un qui a vraiment besoin de temps pour intégrer tout ce qui est changement. Par exemple, le podcast et tout ce que je fais actuellement avec vous sur les réseaux, c'est quelque chose que j'ai réfléchi à lancer déjà en janvier 2025, que j'avais commencé mais que j'ai totalement arrêté. Ensuite, pour le podcast, j'ai déjà eu l'idée plusieurs fois, c'est-à-dire que lors de mes séances de psy, ma psy, elle me disait: «Mais Orlan, tu as un vécu et ce vécu-là, il pourrait vraiment aider beaucoup de personnes». Et après en fait, le lancement vraiment du podcast officiel, officiel, où l'idée, elle a vraiment commencé à s'ancrer en moi, c'est quand, avec Amaya, on a fait une blague dessus et qu'on disait: «Viens, on fait un podcast qui s'appelle Empty». Et à partir de là, l'idée, elle a été lancée et c'est parti. Et après, au début, j'ai commencé à me pencher un peu sur la DA de MT et cetera. Puis finalement, en y réfléchissant, j'ai trouvé un autre nom, sachant que, après, ça ne veut pas dire que Amaya, vous ne la rencontrerez jamais. Au contraire, vous la verrez sur des épisodes. D'ailleurs, en avril, il y a plein d'épisodes qui vont sortir avec Amaya, avec Aurore, parce qu'en même temps, on reprend les cours, donc pour faire les tournages, ce sera plus simple. Mais en tout cas, restez connectés, ce sera très sympa. Donc ce que je vous disais, c'est que ce changement-là, en fait, toute cette nouveauté, moi, il me faut du temps pour l'intégrer, il me faut du temps pour la méditer et il me faut du temps pour la mettre en œuvre. Sauf que quand le changement, il arrive d'un coup, parce qu'on ne peut pas prévoir tout ce qui va se passer dans sa vie, en même temps, j'ai mon ordinateur, c'est pour ça que vous me voyez, hein. Mais du coup, quand ce changement, il arrive, comme je vous le disais, et qu'on peut pas prévoir tout ce qui se passe dans notre vie, bah en fait, ce changement, moi, il me paralyse. Et d'un coup, ça me fait perdre un peu tous mes repères. Ça me crée de nouveau cette peur de décevoir, par exemple, mon entourage, de me décevoir moi-même, et d'être une déception pour tout le monde parce que je ne suis pas à la hauteur de coopérer avec ce changement. Mais j'ai aussi une troisième peur, soit celle d'échouer ou de devoir revenir en arrière, c'est-à-dire au point où j'étais avant quand ma santé mentale elle n'était pas bien, ou de devoir tout simplement attendre, de méditer de nouveau les choses, de pas forcément être réactive, etc. Et c'est là où c'est compliqué parce que par exemple, là, imaginons, j'ai été plus stressée par le fait que j'arrivais à mon stage, que j'allais découvrir vraiment le monde de l'entreprise, que c'était quand même un gros changement, parce que même si comme ça on dirait rien, un stage, on a toujours cette appréhension, on sait pas comment ça va se passer. S'il faut, par exemple, l'entreprise dans laquelle on fait notre stage, elle nous a vendu du rêve et en fait ça se passe pas bien, ou au contraire, bah ça se passe très très bien. Moi, quand même, pour mon cas, j'ai énormément de chance parce que même si l'entreprise a quelques soucis en interne, le personnel est vraiment très très gentil et ça se passe super bien. Donc là-dessus, j'ai beaucoup de chance. Mais donc tout ce changement-là, c'est quelque chose qui est anxiogène. Et là où mon nœud à moi, il se manifeste plutôt par pic, c'est quand d'un coup, par exemple, je suis sous la douche, que je médite certains trucs, ou alors que je suis posée sur mon lit et que je médite encore certaines choses. Je suis là, je pense à différentes choses, quelque chose comme ça. Enfin, et du coup, là.
Et là où mon nœud se manifeste le plus, c'est quand, je me mets à penser de nouveau que je n'ai plus faire forcément beaucoup de choses pour, par exemple, m'occuper ou me mettre en œuvre ou me mettre en action et ça fait que actuellement, ben j'ai par exemple une pensée qui arrive en mode: «Bah, tiens, t'es sûr de ce que tu fais? Là, t'es consciente que quand même quand tu vas revenir en cours, ça sera plus jamais pareil, les gens, ils vont maintenant te juger par ce que tu fais sur les réseaux». Un truc tout con, hein, parce que c'est vrai que je parle beaucoup de ça, mais c'est un peu, le truc en ce moment qui se passe, c'est un peu le truc qui se passe en ce moment dans ma vie, mais ça reste quelque chose pour lequel, j'angoisse pas mal. Parce que c'est important pour moi, c'est un projet qui me tient à cœur et c'est là où l'épisode sur le regard des autres, il fera du bien. Parce que, tout simplement, quand tu commences à te préoccuper des autres et à penser à qu'est-ce qui pourrait se passer si, je reviens en cours, qu'est-ce qu'ils vont dire quand je vais revenir en cours et cetera, bah, ça fait quand même quelque chose et je sais que ma peur du changement, elle va se manifester quand je vais reprendre les cours en avril. Pourtant, vous allez me dire: «Orlan, on est que le» attendez, je regarde la date, «on est que le 11 janvier et toi, tu commences déjà à former ton nœud pour quand tu vas reprendre en avril». Et moi, la seule réponse que là, actuellement, j'ai à vous fournir, c'est que oui, je suis déjà en train de former mon nœud et que je le contrôle pas. Et j'essaie de le dédramatiser parce que c'est quelque chose pour l'instant qui n'a pas encore lieu d'être. Mais honnêtement, pour l'instant, je préfère me dire que oui, actuellement, mon nœud, il est en train de se former, mais au moins, j'ai pris l'action, j'ai choisi de passer à l'action, j'ai choisi de me mettre en œuvre et j'ai choisi de réaliser tout ce qui me tient à cœur. Plutôt que de me demander: «OK, mais qu'est-ce que les autres ils diront quand ils vont voir, beh, ton podcast? Ou qu'est-ce que les autres ils diront quand ils vont voir ce que tu fais sur les réseaux?» et cetera. Non, moi j'ai choisi le chemin de l'action, c'est un chemin qui est soit honorable, soit non. Moi personnellement, je trouve que c'est le meilleur chemin qui soit parce que peu importe que ce soit en de la bonne manière, en mode l'action était bonne ou au contraire de la manière l'action était pourrie, c'était nul ce que tu as fait et tu as échoué, bah au moins tu auras eu l'effort d'essayer de faire quelque chose, tu auras eu l'effort de tenter un truc et quelque chose de nouveau. Ensuite, concernant ma peur du changement et concernant le changement, j'ai beaucoup réfléchi à ce sujet parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche et je pense que ça touche aussi beaucoup de personnes comme mes amis ou même, quiconque écoutera ce podcast. Mais du coup, ouais, comme je vous disais, concernant la peur du changement, j'ai essayé de la penser et de la, retourner, de voir un peu, de la voir sous tous ses sens à 360°, de vraiment, la retourner comme si c'était, par exemple, une boule de pétanque ou autre. Mais j'ai essayé de l'analyser un peu dans tous les sens et je suis vite arrivée à un point, le fait que le cerveau, il aime les habitudes. Ça, vous allez me dire que, oui, ça, on le sait. Mais le cerveau, il aime les habitudes et s'il aime les habitudes, ça veut dire que tout ce qui va le sortir un peu des habitudes, de ce mode automatique, ça fait que il va automatiquement créer de la peur ou créer des hormones de stress. Et ça, du coup, la peur, elle peut aussi venir de là. Du fait que notre cerveau n'étant pas habitué au changement, n'étant pas habitué à être détourné de son habitude, à être détourné de sa routine, dès qu'il se passe un élément, qu'il se passe un événement qui arrive comme ça, qui est nouveau, qui change, que par exemple on prend une décision de se réorienter, qu'on prend une décision de couper avec telle relation ou autre, ça fait que notre cerveau, il va se dire: «Waouh, attends, là, il y a un changement. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait?» Parce qu'on connaît pas, c'est une incertitude, on perd le contrôle là, on a une impression de repartir à zéro. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est compliqué, on panique. On panique vraiment énormément. Le cerveau, dès qu'il commence à perdre deux trois repères, dès qu'il commence tout simplement à, se détourner un peu de sa routine, à changer de rythme, à changer d'habitude, c'est fini. Il se perd et il te crée du coup soit de l'anxiété, soit des hormones, qui font que ça va influencer tout. Donc, dès que il se passe tout ça, ton cerveau, il se perd et dès qu'il est dérangé de sa routine habituelle, il se perd encore plus. Il ne sait plus comment réagir à tel truc ou telle autre chose. Il ne sait plus quoi faire dans telle situation ou dans telle autre situation parce que elles sont nouvelles. C'est des cas qui sont nouveaux pour lui. Et il suffit que le cas, il se produise une fois, qu'on voie comment on peut le régler,
que là, ton cerveau, il va commencer à l'intégrer et à se dire, ok, donc en fait, là, quand il se passe ça, ça fait une nouveauté, d'accord, mais en fait, c'est pas si dramatique, donc on peut se calmer, poser les choses et se dire, bon, finalement, ce changement, il n'est pas énorme, ça ne change pas grand-chose à ma routine. Par exemple, c'est juste que là, je rajoute une étape et après, il repasse en mode automatique. Et si on essaye de le mettre un peu en parallèle, donc que ce soit avec, par exemple, les plus gros changements, moi, dans ma vie, c'est quand j'ai à chaque fois les rentrées scolaires, ça a toujours été un vrai cauchemar parce que c'était nouveau, parce que finalement, il n'y a rien qui changeait, donc j'avais de la déception. Et aussi, j'avais besoin en fait de temps pour m'adapter à la nouvelle classe parce que c'était des nouvelles personnes qu'il y avait dedans, même si je les avais déjà vues, c'était quand même de nouveaux caractères, une nouvelle ambiance. Je ne savais pas avec qui j'allais être positionnée, donc si j'étais à côté de telle personne, de telle autre, si j'allais pouvoir être assise de côté de personnes que je connais ou qui étaient mes amis à l'époque. Donc ouais, c'était quelque chose qui était assez nouveau. Et dès qu'il y a un peu cette perte de repères, c'est-à-dire cette habitude, quand une année scolaire elle commence en septembre et qu'elle se termine en juin, tout au long de cette année scolaire, même s'il y a les vacances, etc., il y a des habitudes qui se créent. Par exemple, j'ai cours de français à 10 heures, je sais qu'en français à 10 heures, je suis assise à côté de telle personne. Mais oui, comme je vous disais, tout au long de l'année scolaire, le cerveau, il sait à peu près, il prend ses repères, il prend ses marques, il sait que par exemple, il sait aussi qu'on a cours en maths dans telle salle, qu'on est assise à côté de telle personne, que oui, là on a un nouveau contrôle, mais que tout va bien, etc. Et je sais que moi, pour ma part, ben là, même en étant à l'université, même en étant à mon école, etc., je sais qu'il y a quand même un rythme qui se crée. Par exemple, j'ai mes cours la semaine, le soir, j'ai mon rythme où je fais du tutorat, ensuite je fais tel truc, telle autre chose, telle autre chose. Tout est bien structuré, tout est bien cadré finalement, et c'est un peu ma routine. Je sais qu'à 23h30, minuit, je vais essayer d'aller dormir. Le matin, je vais me lever autour des 7h, 7h30, etc. Et je vais continuer. Donc ça, c'est assez la routine. Et dès que par contre, là, il y a un nouveau changement, que on prend place, qu'on s'installe dans un nouvel environnement ou que on décide de couper cette routine et de faire quelque chose de nouveau, le cerveau, il perd tous ses repères et il est dans un sentiment d'incertitude. Donc, il va créer de nouveau ce nœud qui fait que tu remontes sur le ring en face de ton pire ennemi qui est toi-même et tu dois te rebattre face et tu dois te rebattre contre l'incertitude et le et si ça ne marchait pas. Et si tu as les capacités, est-ce que tu es sûr que tu vas pouvoir y arriver? Est-ce que tu es sûr que les autres ils vont pas se moquer de toi? Est-ce que tu es sûr que tu vas pouvoir le faire? Est-ce que tu es sûr que tu as assez de ressources pour le faire? Et voilà, c'est le retour de cette incertitude parce que tu perds le contrôle sur ta routine, tu perds le contrôle sur ta vie parce que tu implémentes de nouvelles choses et tu repars à zéro. Mais mais ce départ à zéro, le fait de tout recommencer, ça fait que ça te ramène dans tes vieux schémas. Et c'est malheureux. Parce que les vieux schémas, généralement, si on les coupe, c'est pour pas qu'ils reviennent. C'est pour pas qu'on recommence à les ressentir, c'est pour pas qu'on recommence à les vivre et pour éviter de retomber mentalement aussi bas. Mais nos vieux schémas, à chaque fois qu'il y a un nouveau changement, ils reviennent. Par exemple, appréhender, stresser, donc avoir ce nœud qui se forme une semaine à l'avance, un mois à l'avance quand tu as une rentrée scolaire, ce nœud qui se forme avant de faire ta conférence, alors que tu sais, tu es habitué, ça se passe comme ça à chaque fois, ce nœud qui se forme avant chaque oral, ce nœud qui pourtant, quand il s'est formé pour ton oral que tu vas avoir le lundi, il sait, ton cerveau, il sait, tu l'as déjà vécu une fois, au début tu stresses un peu, puis après tu fais ta présentation, il y a tout qui se déroule bien, tu poses des questions, ton oral il est fait, emballé c'est pesé, c'est réalisé, c'est fini, on n'en parle plus. Mais ton cerveau, à chaque fois, il va te remettre dans ces mêmes schémas, alors que quand tu les réalises de nouveau, tu les réussis. Et si tu les réussis, pourquoi est-ce que ta réaction est toujours pareille face à cette nouveauté, face à ce changement qui parfois n'est pas si nouveau, qui n'est pas si changeant? Et bah ça, je n'ai pas la réponse. Moi non plus. Et vous non plus, je sais pas si vous l'avez, ou vous aussi, je sais pas si vous l'avez, mais en tout cas, pourquoi est-ce que à chaque fois on a ce schéma qui se réitère, qui se répète, alors que on fait attention et qu'on apprend de nouveau. Par exemple, l'oral, on sait comment ça se passe à chaque fois, même si au lieu de 15 minutes d'oral, c'est 20 minutes, on le sait. Alors pourquoi est-ce qu'on ressent exactement les mêmes choses? D'accord, vous allez me dire, oui, non, mais c'est parce qu'il y a un enjeu derrière. Mais oui,
Mais derrière chaque euro, en soi, il y a un enjeu. Derrière chaque chose, il y a un enjeu. Souvent, c'est des enjeux liés à l'autre, liés à la perception de l'autre. Et pourtant, ça nous empêche pas d'en ressortir vainqueur. Ça nous empêche pas d'en ressortir accompli. Et pourtant, on angoisse quand même. Pourtant, on a encore ces mêmes réactions qui se créent. Alors que ce n'est pas un si grand changement. C'est juste une petite nouveauté dans notre routine habituelle et le cerveau, il l'interprète comme de gros changements, comme de grosses nouveautés, alors que non, ce n'est pas une énorme nouveauté. Et pourtant, après, on va dire que si la nouveauté, elle est grande ou petite, honnêtement, c'est propre à chacun. Pour moi, une rentrée scolaire, c'est une nouveauté qui est énorme parce que mon nœud, il est très intense et très très fort autour de ça. Alors que pour certains, la rentrée scolaire, c'est même pas un nœud en fait, c'est juste quelque chose, c'est tranquille, c'est chill, tout va très bien, tout se passe bien, c'est pas un problème. Vous voyez un peu ce que je veux dire par là? Maintenant qu'on a parlé de pourquoi la peur du changement, elle prend autant de place, j'ai une question. Combien de temps vous faut-il pour vous adapter à la nouveauté? Moi, personnellement, c'est plusieurs semaines. Une, voire trois, voire des fois un mois ou 3 mois, ça dépend du contexte, ça dépend de à quel point la nouveauté elle est grande. Mais on va dire que pour une rentrée scolaire, il me faut à peu près 1 à 2 semaines. On va dire ça comme ça. Là, pour le stage, il m'a fallu 1 semaine, mais parce que mon stage, il ne dure que 3 mois et que je n'ai pas le temps de perdre du temps à m'adapter, à essayer à angoisser à ce sujet-là, parce que j'ai plein de tâches à faire et ma priorité, elle est sur les actions que je mets en œuvre. Ok? Mais en moyenne, moi, il me faut une semaine à au maximum un mois. D'accord? Et aussi, je sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase, mais on nous dit souvent, c'est que par exemple, les nouvelles habitudes, elles se créent en 21 jours. Ce qui signifierait que moi, du coup, quand on me sort cette phrase, je l'interprète un peu comme si les nouvelles habitudes, elles, se créent au bout de 21 jours, alors est-ce que notre temps d'adaptation, il n'est pas similaire à cette période-là où les nouvelles habitudes s'instaurent en 21 jours? Parce que 21 jours, finalement, ça équivaut à 3 semaines. Là-dessus, on est d'accord. 3 semaines où si on répète une action, elle est ancrée dans nos habitudes et on ne la fait plus en mode conscient, mais on la fait en mode automatique. D'accord? Si une habitude se crée en 21 jours, alors peut-être que l'adaptation, finalement, elle prend aussi 21 jours. 21 jours où on a pris en réalité tous nos repères, 21 jours où on se sent vraiment à l'aise, 21 jours où on apprend vraiment à connaître ses nouveaux repères, ses nouvelles instructions, en fait tout ce qui va constituer cet environnement. D'accord? Si on regarde un autre truc de pourquoi ça me fait dire ça, parce que par exemple, 21 jours, c'est le temps exact, maintenant que j'y ai réfléchi, qui s'est écoulé entre le moment où j'ai dit allez, on va lancer le podcast qui s'appelle Empty, alors que maintenant c'est Where is She, et la semaine où je l'ai lancé. Au total, il s'est vraiment écoulé 21 jours. Ok? Ensuite, pour tous les changements, en fait, si je fais une rétrospective un peu de toutes les périodes où la nouveauté m'a fait peur, de toutes les périodes où j'ai eu peur du changement et cetera, bah, finalement, ça correspond un peu aussi au temps que j'ai mis pour m'adapter. Donc c'est vrai que peut-être que finalement, les changements, l'adaptation au changement, c'est aussi comme la création d'habitudes, c'est aussi 21 jours. Après, ça peut être propre à chacun, enfin, je pense aussi que c'est propre à chacun dans le sens où il y a des personnes qui vont avoir une très grande capacité d'adaptation et ces personnes-là, bravo à vous. Vraiment, vous êtes incroyables. Mais pour tous les autres où c'est un peu plus long comme moi, on est aussi tout autant incroyables. Il nous faut juste un peu plus de temps pour intégrer le changement et s'adapter. Ensuite, je dirais que pour le changement aussi, il y a 3 phases. C'est-à-dire qu'on va avoir moi je les appelle un peu comme la phase lune de miel. C'est-à-dire que ça va être quand le changement il nous motive, quand tout devient excitant, quand on se dit: «Oh mais waouh, c'est trop bien tel truc, tel autre, tel autre». En fait, on est un peu comme un enfant de 4 ans qui ouvre ses cadeaux à Noël. On est vraiment super excité, donc le changement, c'est un peu cette phase lune de miel, tout est beau, tout est rose, tout est parfait. Un peu comme dans une relation où on dit: «Oui, au début, c'est tout beau, tout rose, et après tu verras». Bah, cette phase de changement-là, donc la phase lune de miel, c'est la phase d'excitation où on est tous contents, où le changement finalement il est hyper positif. Pour l'instant, on voit pas d'aspect négatif, on s'adapte super bien, on réussit super bien et tout se passe très bien, d'accord? Ensuite, la deuxième phase de ce changement-là, je l'ai appelée la phase de crash.
Et la phase de crash, souvent, elle apparaît soit au début du changement, en tout cas dans mon cas, cette phase de crash, elle apparaît au début, quand le changement il survient. Et ça va être la phase de crash où on va ressentir de la fatigue, des doutes et une envie d'abandonner. Pour moi, dans mon cas, cette phase de fatigue, de doute et d'envie d'abandonner, elle va se former en même temps que mon nœud intérieur. Et avant de me rendre, par exemple, sur le lieu de ce changement-là, par exemple, si on prend mon lieu de stage, ben, j'ai été un peu dans cette phase, de doute. Dans le sens, je suis peut-être pas légitime, je vais peut-être pas y arriver, s'il faut, ils ne vont pas être contents de moi et je vais avoir plein de doutes, puis je vais me poser des tas de questions et je vais me dire: «OK, là, je peux pas y arriver, je vais pas le faire, j'ai envie de tout abandonner, j'enverrai un message» et cetera. Au final, la phase de crash, faut pas la laisser arriver. Faut pas, même si vous vous dites: «OK, là, j'y vais pas, là, je le fais pas, là, c'est pas bon, là, non, je suis en danger» et cetera. Ne vous laissez pas absorber par la phase de crash. D'accord? Ne vous laissez pas absorber par la phase de crash parce que vous passerez à côté d'opportunités qui pouvaient être bonnes pour vous. On ne sait pas si une opportunité peut être bonne ou pas bonne, mais on sait que si on écoute cette phase de crash, si on écoute ces doutes, cette fatigue et cette envie d'abandonner, on peut passer à côté de choses qui vont peut-être nous changer à tout jamais. Et c'est important. Si ça arrive, c'est que ça doit arriver. Et si ça doit arriver, c'est que faut qu'on fonce et qu'on le fasse. Il y a des choses qui ne sont pas censées arriver, c'est ce qu'on appelle les aléas de la vie. Par contre, s'il y a des choses qui sont bien articulées et que si vous avez été pris, c'est que vous deviez être pris, c'est que vous devez y aller. Et qu'il ne faut pas écouter la phase de crash. OK? Donc on résume, on a la phase lune de miel, tout beau, tout rose. La phase de crash, où là c'est la fatigue, les doutes, l'envie d'abandonner. Et j'ai établi une troisième phase, où c'est la phase d'intégration. C'est-à-dire que ça apparaît à peu près, je dirais, une, deux, voire la troisième semaine où le changement il est apparu, où la nouveauté elle est apparue dans votre vie. Et c'est la phase finalement où vous commencez à intégrer la nouveauté, où vous vous dites, bon bah ça finalement au tout début ça me paraissait insurmontable, ça me paraissait irréalisable, ça me paraissait vraiment horrible et nul et inconcevable. Bah finalement, ça se passe super bien, je m'en sors bien, je suis contente, je suis satisfaite. Donc tout va bien. Honnêtement, oui, c'est la phase où on est tous satisfaits, où on se sent plus en accord, où on se sent enfin à l'aise de faire quelque chose. Donc si je dois résumer, la phase lune de miel, c'est la phase où on est hyper motivé. Souvent, ça apparaît au début, par exemple, même dans un projet, on se dit waouh, c'est une super idée, c'est magique, c'est trop bien. Puis arrive la phase de crash où là, on va se mettre à douter, on va se dire mais est-ce qu'on est sûr que c'est une bonne idée? On est fatigué, on a envie d'abandonner et c'est là où nos pensées d'ailleurs sabotantes, elles arrivent. Et enfin, on a la phase d'intégration où finalement on se dit bon bah c'était une nouveauté, mais je l'ai fait, ça s'est bien passé, maintenant c'est devenu mon quotidien. Voilà. Et au final, j'ai envie de te dire là-dedans, pour conclure sur cette partie-là, sachant qu'il nous en reste encore une, j'ai envie de te dire que c'est que si tu te sens perdu alors que tu as totalement choisi ce changement et que c'était une décision prise de toi-même et que tu as choisi de l'assumer jusqu'au bout, c'est tout à fait normal. En fait, tu n'es pas en échec, tu n'es pas en train de régresser, tu n'es pas en train d'échouer ou de te dire oh mince, je suis vraiment nulle, etc. Non, t'es juste en train d'apprendre, t'es juste en train de t'adapter et il y a des choses que tu ne savais pas, mais ça te fait de l'expérience en plus. C'est pas horrible, c'est pas terrible, ça va bien se passer. Juste prends le temps de respirer. Respire un bon coup. D'ailleurs, on va respirer ensemble. On fait une inspiration. On expire. Et ça va très très bien se passer. On a expiré, on a respiré, on a inspiré, expiré. Et voilà. Parfois, en fait, il suffit juste de respirer un bon coup, de se poser un bon coup et d'apaiser les choses, de calmer les choses, de se dire, ok, là j'ai besoin d'une pause, je prends ma pause, je me coupe et on verra ça plus tard. D'accord? Ensuite, pour conclure sur cet épisode de podcast, j'ai établi un peu des règles ou des petits tips ou des petites astuces pour essayer de vivre le changement un peu différemment plutôt que de le subir comme on pourrait le penser à chaque fois. Mais du coup, déjà, j'ai médité et j'ai brainstorm dessus. Je pense qu'on doit accepter que le changement va être inconfortable. Parce que si le changement devait être confortable, on aurait, en fait, je serais même pas là à essayer de vous en parler, je serais même pas là à tout simplement vous transmettre mon vécu, ce que je ressens, ce que je vis. Donc, faut accepter que le changement, il va être inconfortable. Ensuite, je pense qu'il faut le fractionner. C'est-à-dire, par exemple,
OK, bon là, j'essaye d'assimiler ce truc et surtout prendre du temps. Parce qu'on sait que ce ne sera pas forcément facile tous les jours, mais juste si on essaye un peu plus chaque jour, au fond, peut-être que ça deviendra un peu plus simple d'accepter cette nouveauté, d'accepter ce changement. La troisième étape, le troisième tips, on va dire quelque chose comme ça, ce serait de nommer ce qu'on ressent. Par exemple, se dire, bah tiens, là, ce changement, il me fait peur. Très bien, tu as nommé ta peur, tu as accepté de ressentir cette peur. Donc, si tu nommes ce que tu ressens, déjà, ça va t'aider à mieux assimiler aussi tes émotions, à mieux te dire, ok, là, je ressens de la peur. Très bien, pourquoi est-ce que je ressens cette peur? Ah, d'accord, en fait, c'est dû à ça. Ok, là, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de résoudre ma peur? Est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que je peux ne pas faire quelque chose? Est-ce que, au contraire, il n'y a rien à faire? S'il n'y a rien à faire, alors juste laisse-toi ressentir les choses. S'il y a quelque chose à faire, eh ben, prends ton action. Prends ta décision, mets-toi en marche, commence, et après le reste va suivre, dans tous les cas. Et enfin, il reste deux tips. Alors, tu as le droit de revenir en arrière. D'accord? Ça, c'est le cinquième. Je sais plus si je vous en ai donné un, 2, 3, 4 ou 5, mais on va dire que c'est soit le quatrième, soit le cinquième, d'accord? Mais tu as le droit de revenir en arrière. Pourquoi? Parce que quand tu as appris ce changement, c'est que tu t'es dit, ou quand ce changement il est arrivé dans ta vie, tu t'es dit, ok, bon, soit je l'assimile, soit je crée ce changement, mais en tout cas, il s'est passé quelque chose. Après, vu que ce changement, il est là, il peut être en accord avec ce que tu veux devenir ou qui tu veux être, mais au fur et à mesure que tu évolues, que tu progresses dans ta vie, tu n'es pas obligé d'être toujours en accord et de continuer ce changement, de le poursuivre. Au contraire, tu peux tout simplement te dire, ok, bon bah il y a eu ce changement, il m'a été bénéfique parce que ça m'a permis de renforcer par exemple ma confiance en moi, ça m'a permis de gagner en expérience dans tel domaine, etc. Mais aujourd'hui, je n'en ai plus besoin. Donc je préfère mettre fin à ce changement et en créer un nouveau ou créer quelque chose de plus aligné avec toi-même. Donc ça fait que le changement, il n'est pas définitif. Ce changement-là ne l'est pas, mais par contre, tu as toujours le choix de faire marche arrière ou alors carrément d'en créer un nouveau. Qu'est-ce qui t'en empêche? Honnêtement, qu'est-ce qui t'en empêche? Et enfin, le dernier, et que j'ai envie de vous dire, c'est que tu dois te rappeler pourquoi tu as choisi de mettre en œuvre ce changement. Pourquoi tu as choisi de, par exemple, te réorienter? Pourquoi est-ce que tu as choisi de te réorienter honnêtement? D'accord, tes études ne te plaisent pas, d'accord, il y a telle chose qui n'allait pas dans ce domaine d'études, très bien, c'est des raisons qui sont valables, mais au fond de toi, pourquoi est-ce que tu as vraiment choisi de le faire? Parce que même si ça te plaisait pas, tu aurais pu juste au fond essayer de terminer ou te dire: «OK, bon bah j'arrête tout et même j'arrête de faire des études, je vais aller directement travailler». Tu aurais pu. Donc pourquoi tu as choisi de te réorienter à la place? Pourquoi à chaque nouveau changement qui arrive ou au contraire à chaque nouveauté, que ce soit toi qui l'aies créé ou que la vie te met sur ton chemin, pourquoi est-ce que tu as choisi d'accepter ce changement? Parce qu'au fond, c'est pas parce qu'un changement arrive ou qu'une nouvelle arrive aussi, que tu dois l'accepter. Tu peux juste la regarder et dire: «OK, je refuse ce changement et je continue ma vie parce qu'elle est très bien comme ça». Mais alors pourquoi tu l'acceptes? C'est ça la question. Pourquoi accepter ce changement? Pour quelle raison toi tu acceptes ce changement? D'accord? Pourquoi est-ce que tu acceptes de t'engager sur cette nouvelle voie? Moi, pour ma part, avec ce podcast, par exemple, j'ai choisi de lancer Warishi. Et la question, ce serait: «Pourquoi j'ai choisi de créer ce changement?» Bah, la réponse, c'est tout simplement parce que j'estime, en tout cas, en y réfléchissant, que ça fait partie de ma guérison. J'estime que ça fait partie de mon chemin, je le ressentais au plus profond de moi. Je ne saurais pas vous expliquer le sentiment que ça me crée au fond de moi, mais je sentais qu'il fallait que je le fasse. Et au final, je sens que je vais le continuer. Et à tout moment, s'il faut, dans 6 mois, je vous dirai: «Non, là, ce n'est plus en accord avec moi, on change tout». Et ce sera un nouveau changement, finalement. Ce sera un nouveau départ, une nouveauté, mais ça restera aligné avec moi-même et avec ce que je suis, avec qui je suis et avec ce que je veux être, d'accord? Personnellement, je trouve que c'est bien de conclure là-dessus. Donc je vais vous faire juste un petit rappel
de ces règles autour du changement, en tout cas de ces petits tips. Mais ouais, accepter que ça va être inconfortable et surtout essayer de fractionner le changement dans le sens où tu le sépares, tu te dis bah pourquoi pas j'essaie de faire tel truc aujourd'hui concernant cette nouveauté, tel autre truc le lendemain, etc. Nommer ce que tu ressens pour essayer de mieux intégrer tes émotions et de te dire donc je ressens ça, mais ça ne veut pas dire que je vais ressentir ça toute ma vie, que ça va être inconfortable toute ma vie. Que tu as aussi le droit de revenir en arrière. C'est très important. Tu n'es pas bloqué. Il n'y a pas un seul chemin qui peut te mener à ce que tu veux être. Il n'y a pas qu'une seule voie. Et c'est pas parce que ben, finalement cette manière-là n'était pas la bonne que ce ne sera jamais la bonne. Donc, tout simplement, te dire que si tu dois revenir en arrière, c'est ok et tu peux le faire. Tu n'es pas bloqué, tu n'es pas forcé de rester si tu ne veux pas rester sur un chemin qui n'est pas le tien. Et enfin, te rappeler pourquoi tu as choisi ce changement. Il y a des changements, et notamment ceux que tu crées pour toi-même. Généralement, avant de même le mettre en œuvre, demande-toi pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu vas absolument le mettre en œuvre, pourquoi tu vas absolument le faire en sorte que ça se réalise. Pourquoi? Le vrai pourquoi dans les choses. Parce que c'est comme ça que tu sauras si c'est vraiment aligné avec toi, ou si au contraire ça ne l'est pas, et qu'il faut trouver quelque chose d'autre. Et de savoir si ça ne l'est pas. Donc, toujours se poser le pourquoi. Ainsi, au fond, dans cette peur du changement, et ce sera la fin de notre épisode de Warishi, je pense que avant tout, c'est pas le changement en lui-même le problème, c'est notre perception qu'on va avoir et toutes nos peurs inconscientes qui vont se créer autour de cette nouveauté, autour de ce changement. Et on nous demande souvent, même cette société nous demande de vite nous adapter, comme si on était des robots et des machines. Mais ce qui compte, c'est surtout de prendre le temps et de faire les choses à ton rythme, car tu n'es pas obligé de faire tout à 2000% et d'aller à la vitesse de flash. Non, au contraire, tu as le droit de prendre ton rythme. Et si tu dois t'adapter pendant, j'en sais rien, 6 mois, adapte-toi pendant 6 mois. C'est tout ce dont tu as besoin. En fait, il faut que tu te dises que plus ce sera aligné avec toi, plus en fonction le changement, tu pourras vraiment l'adopter dans ta vie de tous les jours et te dire oui, c'est quelque chose de positif, ou au contraire te dire non, là je reviens en arrière, c'était pas ça que je voulais et je recommence. Je fais quelque chose d'autre à la place. Et je voulais aussi tout simplement te résumer un peu cette idée-là avec une seule phrase que j'ai écrite. Le problème en fait en lui-même, ce n'est pas le changement, c'est la violence avec laquelle on va nous demander de nous adapter. Et la violence avec laquelle on va nous demander de nous adapter, le nous, c'est soit nous-mêmes, on se demande à nous-mêmes de vite nous adapter, de vite faire les choses au point que ça nous détruise, ou alors la société, ou les personnes qui vivent notre entourage, qui vivent avec nous, qui nous connaissent, qui nous demandent de nous adapter en un éclair. Alors toi, qui est en train d'écouter ce podcast, je sais pas ce qui se passe dans ta vie, si tu es en déménagement, si tu as un nouveau travail, que tu fais de nouvelles études, que c'est juste une nouvelle rentrée scolaire, ou que c'est une nouvelle année, qui est... J'en sais rien. Je ne sais pas quels sont les changements auxquels tu fais face, qu'ils soient positifs ou négatifs, mais en tout cas, tu as le droit de prendre ton temps, et tu as le droit d'être perdu. C'est ok de pas tout le temps savoir ce qu'on veut faire ou ce qu'on a à faire, mais ce qui compte, c'est que même si tu as peur actuellement que le changement te paralyse, ce n'est qu'une mauvaise phase, ce n'est qu'un mauvais moment, et tu vas t'en sortir. Je crois en toi. Alors, j'ai juste une petite question, et je te laisserai me la dire en commentaire, en DM sous ce post, ou au contraire sur mes réseaux sociaux. En ce moment, c'est quoi le changement qui te fait le plus peur, ou la chose qui te fait le plus peur dans le changement? Je te laisse te répondre à cette petite question. Et en attendant, je te souhaite de passer un très bon week-end. Il reste plus que vendredi avant que ça le soit. Et j'espère que tu vas bien profiter, que tu vas passer de bons moments à ce que tu feras, même si tu travailles. J'espère que ça va bien se passer. Et surtout, je te dis prends soin de toi. Et à lundi prochain pour un nouvel épisode. Gros bisous!